Super, eh bien, on va pouvoir démarrer. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de vous être connectés pour cette dernière Académie Notre Affaire à tous de la saison avant une petite pause estivale. Hop, je vais juste faire le micro en attendant. Et donc, on est très content et contente, personnellement en tout cas, de pouvoir écouter Inès ce soir sur un thème tout à fait d'actualité qui nous occupe chez Notre Affaire à tous, relative aux questions agricoles qu'on a peu abordées pour l'instant dans ces académies Notre Affaire à tous, un petit peu la dernière séance, la dernière session qui était liée aux questions de détricotage des normes environnementales pour les personnes qui étaient là. Sinon, elle est en rediffusion sur la chaîne YouTube. Qu'on a un petit peu abordé ces sujets. Très récemment, le 6 juin, il y a 10 jours, nous étions en audience sur donc c'était une audience d'appel du jugement justice pour le vivant qui avait fait condamner, pour rappel, je ne sais pas Inès si tu le réaborderas, mais qui avait fait condamner l'État pour son inaction, entre guillemets, en matière de protection de la biodiversité, notamment par rapport à l'utilisation des pesticides. Et donc un dossier qui avait été très important pour notre affaire à tous. Et donc aujourd'hui, Inès, qui est docteur en droit rural et en droit de l'environnement à l'Université de Poitiers, et qui a conduit de nombreux travaux liés aux instruments juridiques de la transition agroécologique, avec donc une thèse notamment sur le cas des pesticides agricoles, bien, va nous parler un peu de tout ça, de voir comment est-ce que le droit spécifiquement peut accompagner les changements nécessaires au secteur, pour l'évolution du secteur agricole. Et donc voilà, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour nous qui sommes confrontés régulièrement à ces questions sans savoir parfois comment trop y répondre. Comme ça reste des questions assez complexes. Voilà, Inès, n'hésite pas à me compléter si tu souhaites sur ta présentation. Sinon, je te laisse la parole pour à peu près une demi-heure et puis ensuite, on pourra passer au temps de questions-réponses. Donc pour tout le monde, voilà, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. Si c'est vraiment un point d'éclaircissement sur le moment, n'hésitez pas à prendre la parole aussi en levant la main virtuellement ou en mettant dans la discussion, je les lirai à l'oral. Et sinon, on aura un temps d'échange à la fin. Et donc, Inès, je te laisse démarrer quand tu veux. Merci. Alors, c'est un peu frustrant parce que je ne vous vois pas avec mon grand écran, mais bon, c'est pas grave, on va faire sans. Merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être là, effectivement, parce que les sujets de droit rural sont souvent pas ou peu connus. Donc, je complète un tout petit peu ce que tu as dit, même si c'est absolument juste. Donc, je suis docteur en droit à l'Université de Poitiers. Je travaille actuellement en tant qu'enseignant-chercheur à AgroParisTech. Et ma thèse s'intitulait, enfin s'intitule d'ailleurs toujours, Le droit de la transition agroécologique, le cas des pesticides de synthèse. Donc, en fait, tout va bien? Ouais. Oui, pardon. Ouais, si vous pouvez juste activer vos micros uniquement si vous avez des questions ou interventions. Voilà, merci. Et donc, dans cette thèse, en fait, je prends les pesticides un peu comme un cas d'école pour interroger le fonctionnement de la transition agroécologique. Pourquoi? On peut déjà le dire, parce qu'aujourd'hui, les pesticides, si on doit faire une analogie qui se vaut, en termes d'utilité et d'usage, c'est comme la voiture individuelle à essence dans les campagnes. C'est-à-dire que on sait que c'est des technologies problématiques, qui ont des impacts sur l'environnement et sur la santé. Pour autant, en sortir, ce n'est pas juste du déclaratoire ou du bon vouloir, ça implique une véritable réorganisation de l'agriculture et c'est ça que je trouvais intéressant sur ce cheminement de la transition. Donc, ce soir, je vais essayer de faire 10 minutes par point, mais l'idée, c'est que je voulais d'abord vous parler un peu du droit rural, qui est souvent un droit qu'on ne connaît pas très bien. Et en fait, ma thèse, et ce que je vous présente ce soir, c'est l'articulation du droit rural et du droit de l'environnement. Et déjà, on va voir que dans les logiques entre droit rural et droit de l'environnement, les choses enfin, c'est deux droits qui ont du mal à se comprendre et à se parler, et qui expliquent plein de choses et plein d'enjeux sur la transition, mais aussi là, sur la crise des agriculteurs. Ensuite, en 10 minutes, reparler un peu de comment sortir des pesticides. Donc, je ne m'épancherai pas beaucoup sur, par exemple, la mise sur le marché, les conditions d'usage, parce que bon, c'est des choses que vous connaissez, on pourra en discuter dans les questions, bien sûr, mais plutôt sur comment est-ce qu'on fait pour en sortir. Et, et la troisième partie, c'est un peu
plus d'ouverture, c'est essayer de revenir sur essayer de comprendre d'où viennent ces frictions et d'où viennent les tensions entre les agriculteurs au sujet en particulier des normes environnementales. Donc, le droit rural. Le droit rural, c'est le droit de la campagne. On oppose souvent le code rural au code de l'urbanisme. Donc, c'est un peu vrai. Dans le code rural, il y a le droit de l'activité agricole, mais il y a aussi tout l'aménagement rural, la propriété agricole, la chasse, les chemins ruraux, tout un tas de choses. Donc, c'est le droit un peu de la campagne. Et c'est un droit qui est assez jeune, qui naît après la Seconde Guerre mondiale, en période de pénurie alimentaire, en tout cas de reconstruction, avec un objectif principal, voire unique, produire plus comment? En se modernisant. Et c'est un droit qui va vraiment se construire à cette période avec les corporations agricoles en particulier, et qui va imprégner complètement toute l'activité agricole. Donc, bien sûr, les rapports locatifs entre les propriétés et les fermiers, mais qui va aussi tout ce qui va orienter l'agriculture dans son fonctionnement, la modernisation. Et puis, bien sûr, on va avoir la politique agricole commune. Je vous ai remis ici l'article 39 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne qui vient nous redonner les 5 buts inchangés depuis 1962 de la politique agricole commune. Le premier est déjà très parlant: accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. 3. Stabiliser les marchés. 4. Garantir la sécurité des approvisionnements. 5. Assurer des prix libres dans les livraisons aux consommateurs. Donc, on voit ici que vraiment le but, c'est de nourrir, d'avoir assez. Et de comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, en s'appuyant sur le progrès technique et en améliorant coûte que coûte la productivité. Et ça, c'est effectivement ce qui va être mis en place toute la seconde moitié du XXe siècle et encore aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, le secteur agricole reste un secteur particulier parce que l'agriculteur en tant que tel, il est perçu par les politiques publiques et par le droit comme une partie faible qui a besoin d'être protégée spécifiquement. Et c'est vrai, c'est aussi une population qui est économiquement et socialement fragile, qui est très isolée, qui a un métier très pénible, sur lequel rien n'est sûr. On n'est pas certain de la récolte avant qu'elle soit effectivement récoltée. Les revenus sont très incertains, sont très fluctuants, dépendent de plein de paramètres que l'homme ne maîtrise pas toujours. Et puis, c'est un métier physique, sans vacances, 7 jours sur 7, 24-24 quand on est éleveur, par exemple. Par ailleurs, l'agriculture, ce n'est pas non plus une activité comme les autres, précisément parce qu'on cherche à nourrir les populations notamment. Et ces deux points justifient en fait un certain nombre d'exceptions pour le secteur agricole. Par exemple, le secteur agricole n'est pas soumis ou pas dans les mêmes termes au droit de la concurrence au titre de l'Union européenne. Le secteur agricole est largement soutenu économiquement par des subventions, ce qui est quand même très rare. Enfin, c'est structurel. Le secteur agricole dépend de subventions, ce qui est quand même étrange finalement dans une société capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et les agriculteurs au sein de la chaîne de valeur bénéficient, enfin je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas font l'objet de dispositions spécifiques pour les protéger. Troisième caractéristique du droit rural qui est très importante dans notre affaire, c'est que le droit agricole, c'est un droit qu'on dit co-géré, qui est issu de la cogestion, c'est-à-dire que les politiques agricoles, elles sont construites et appliquées avec et par les agriculteurs et leurs représentants, et ce, depuis Vichy. C'est quelque chose de très ancien. Donc en fait, les agriculteurs sont habitués à participer directement non seulement à la création de la norme, mais aussi à prendre part à son application, à décider, par exemple, qui va obtenir le terrain sur lequel il y a litige. Donc c'est quelque chose aussi de singulier. Il n'y a pas du tout quelque chose d'aussi institutionnalisé dans d'autres branches, d'autres activités, d'autres secteurs. J'aime bien aussi prendre comme exemple ce que c'est que l'agriculture en droit. Alors, vu le temps imparti, on va aller quand même assez vite là-dessus, mais essayez pendant 2 secondes de vous définir l'agriculture, de vous représenter ce que c'est dans votre tête. Et maintenant,
immédiatement tout de suite, on va aller voir ce que c'est que la définition de l'agriculture en France. Les activités agricoles sont celles qui correspondent, attention, à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, ou constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi, deuxième point, que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Donc, maîtrise et exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, ça c'est l'activité agricole par nature. On peut noter d'ores et déjà qu'ici, il n'y a absolument rien qui a trait au sol. Donc on peut produire de l'agriculture sans produire avec de la terre. Ça, c'est une évolution qui date des années 90, qui est liée au développement précisément de l'agriculture hors sol. À cette époque-là, le législateur a fait le choix de dire qu'on pouvait en fait faire de l'agriculture sans terre, sans sol, alors même que dans l'étymologie du mot, il y a bien un lien avec le champ, la terre. Donc, c'est la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. On ne nous dit pas non plus à quoi est destinée cette production. Elle n'a pas à être principalement nourricière pour l'homme, par exemple. Donc ça, c'est un point important. Et surtout, on va considérer comme agricoles d'autres activités qui ne sont pas agricoles par elles-mêmes. Par exemple, l'hébergement à la ferme, le tourisme à la ferme, la transformation, les salaisons, les conserveries, les fromageries. Tout ça, le fait de fabriquer un fromage, le fait de faire des confitures, le fait d'accueillir sur la ferme, ça peut être des activités agricoles au même titre que faire pousser de la vigne ou bien élever des animaux. Ce que ça nous dit, cette définition, ce qu'elle nous raconte, c'est qu'en fait, on a eu besoin, pour sécuriser le revenu des agriculteurs, de leur permettre de développer d'autres activités économiques avec le statut du droit rural. Oui, pourquoi? Parce que je ne vous le fais pas, mais en fait, dès lors qu'on a une activité agricole, on bénéficie des exceptions agricoles et notamment du fait qu'on a une activité civile et non commerciale. Ça change tout un tas de choses sur le plan du régime. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, dans notre définition, il y a déjà l'aveu du fait que l'activité agricole par nature, elle ne rémunère pas suffisamment les agriculteurs. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut maintenant que je vous parle des grands principes du droit rural. Et les grands principes du droit rural, c'est la liberté d'exploiter. D'accord? Le preneur, enfin l'agriculteur, il est le seul et il est libre d'exploiter sa terre telle qu'il l'entend. Ça peut nous faire penser à la liberté d'entreprendre. On est très très proche en termes de représentation. Ça implique exactement la même chose, c'est que l'agriculteur mène une activité économique et il est seul responsable et le seul capable de décider comment est-ce qu'il la conduit. Mais il y a un corollaire, c'est que l'agriculteur est obligé d'exploiter. Il a une obligation de valoriser les terres agricoles. Les terres agricoles sont trop précieuses pour ne pas être exploitées. Et donc, il y a bien là l'obligation d'être exploitées pour ces terres agricoles. Petite parenthèse, alors que les terres agricoles ne sont pas dans la définition du droit rural, en fait, on les retrouve indirectement dans tous les dispositifs enfin pas dans tous les dispositifs, j'exagère, mais la question de la terre agricole et de l'exploitation de la terre agricole est au cœur du droit rural, que ce soit en question de propriété ou bien dans les baux ruraux, dans le bail à ferme, par exemple. La liberté d'exploiter, donc, l'exploitant, l'agriculteur, gère sa ferme de la manière dont il l'entend et est seul à pouvoir le faire. Ce que ça implique aussi, cette liberté d'exploiter dans les politiques publiques, c'est qu'en France, on n'a pas a priori de modèle productif qu'on souhaite développer formellement. On va avoir une pluralité de modèles productifs admis. On va soutenir et accepter aussi bien l'agriculture biologique que l'agriculture intensive, que l'exploitation familiale, que l'exploitation plus de firmes. A priori, notre droit, enfin, nos politiques publiques ne visent pas à favoriser un type d'agriculture en particulier. L'autre conséquence de la liberté d'exploiter, c'est qu'il est très très compliqué pour un tiers à l'activité agricole
d'imposer et de prescrire des modes de production obligatoires. D'accord ? Si je suis propriétaire d'une terre agricole, en tant que personne privée Inès Bouchema, je vais avoir peu de possibilités d'imposer des manières de cultiver la terre sur ma terre. Parce qu'en fait, cette terre, c'est avant tout un outil productif pour l'agriculteur, qui est libre d'exploiter tel qu'il l'entend. Obligation de valoriser le foncier. Là, en revanche, on va avoir des choses assez incroyables dans notre droit rural, puisqu'on va avoir plusieurs mécanismes qui vont contrôler qui exploite la terre. Là, je ne parle pas de propriété, je parle vraiment de qui a le droit d'exploiter la terre. On appelle ça le contrôle des structures. Et là, ici, c'est le contrôle des prétendants à l'exploitation de terres agricoles. L'idée, c'est de choisir, quand il y a un conflit, quand il y a plusieurs personnes veulent accéder à la même terre agricole, c'est de choisir la personne qui est la plus capable, la mieux formée, la plus compétente, celle qui va le mieux exploiter, tirer le plus de ressources possibles de cette terre. Et par ailleurs, on a tout un tas d'obligations d'exploiter. On a une interdiction civile de ne pas utiliser le foncier agricole. On a des possibilités de réinvestir des friches agricoles, des terrains agricoles qui seraient abandonnés pourraient être réinvestis par les agriculteurs et les riverains voisins pour relancer la production. Et on peut résilier le bail rural si on estime qu'il y a une sous-exploitation. Maintenant, et j'ai presque fini sur cette partie, désolée si ça va un peu vite, le droit de l'environnement et le droit rural, c'est des rapports un peu ambivalents. C'est Isabelle Doucet qui avait fait sa thèse en 92 et qui parlait d'impossible conciliation entre ces deux droits. Le droit rural et le droit de l'environnement ont des rapports moi, que je qualifierais de tortueux. D'abord, pourquoi ? Parce que droit rural, droit de l'agriculture, droit de la campagne c'est la nature. Donc, dans l'imaginaire, il n'y a pas besoin de droit de l'environnement. Enfin, en tout cas, le droit de l'agriculture, le droit de la campagne, il est nécessairement en accord avec la protection de l'environnement. C'est un peu ce qu'il y a dans l'intention collective. Et donc, dans un premier temps, le droit rural n'a pas été vraiment touché par les questions environnementales du tout. Par ailleurs, le droit de l'environnement, lui, est un droit plutôt d'origine industrielle. Alors, on peut débattre de ça pendant très longtemps, mais quand même, c'est un droit qui a été pensé pour parler aux entreprises, aux industries. Quand je parle des ICPE, par exemple, les installations classées pour la protection de l'environnement, ça, c'est quand même des choses qui ont été pensées au départ pour des industries. Et ce caractère-là fait que c'est précisément peu compatible avec le droit rural. On a des structures où on a un bonhomme tout seul qui fait déjà plein de choses et qui n'a pas du tout toute une équipe technique ou juridique capable de penser les ICPE, les mises en conformité, etc. etc. Ça, c'est le premier cadre. Donc, dans la logique même entre droit de l'environnement et droit rural, c'est des logiques qui ne se parlent pas. Et notamment, les moyens mis en œuvre par le droit de l'environnement sont peu adaptés au fait qu'on a souvent en bout de chaîne un agriculteur qui est seul et qui est, encore une fois, fréquemment en difficulté économique et socialement isolé. Donc ça, c'est un premier sujet. Et l'autre sujet, c'est que l'agriculture, et moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'étudier l'agriculture, c'est qu'elle est au carrefour de plein de choses. L'agriculture, si on prend le réchauffement climatique, c'est à la fois un des premiers secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, c'est un des premiers secteurs touchés par les conséquences du réchauffement climatique, en tout cas le plus violemment et qui ça a déjà commencé. Et en même temps, c'est un des secteurs leviers pour limiter les impacts du réchauffement climatique et même adapter le réchauffement climatique. Donc, l'agriculture, si on doit résumer, c'est à la fois une activité qui rend des services environnementaux importants, qui sont rémunérés, et une activité qui impacte l'environnement. Et point sur ce rang des services environnementaux, puisque le métier d'agriculteur, le fait de produire, ne rémunère pas, eh bien, toutes les contraintes environnementales, en fait, ne sont pas du tout perçues comme des contraintes par les agriculteurs, comme des obligations, mais par des services qu'ils rendent et donc qu'il faudrait rémunérer. Et déjà, quand on a ça en tête, on a une
toute autre lecture des enjeux environnementaux appliqués à l'agriculture. Puisque, classiquement, et aussi parce que le droit rural est un droit de cogestion, eh bien, si on ajoute une contrainte aux agriculteurs, si on leur dit qu'ils doivent aussi protéger la biodiversité, eh bien, les instances agricoles disent très bien, on va protéger la biodiversité, mais combien vous nous payez? Il faudra rémunérer cet effort, il faudra compenser la perte de production. C'est vraiment le réflexe des agriculteurs parce que, comme leur activité principale, qui est produire, ne rémunère pas, alors eh bien, tout ce qui va en plus de cette activité-là eh bien, doit être rémunéré. Ça, c'est très, très important dans la logique agricole. Je voulais vous montrer un petit point aussi pour vous montrer à quel point notre droit est encore un peu décalé et à quel point les rapports entre droit rural et droit de l'environnement sont très, très ambivalents. On a dans notre code rural des dispositions relatives au statut du fermage, donc le bail rural, c'est-à-dire comment, dans quelles conditions on met une terre à disposition d'un fermier pour qu'il puisse l'exploiter. Et on a un article L411-27 qui vient nous dire que le fait que le preneur, donc que l'agriculteur applique des mesures de protection de l'environnement, ne peut pas être invoqué ne peut pas être invoqué pour former une demande de résiliation de bail. Autrement dit, il faut le mettre dans l'autre sens, appliquer des procédés environnementaux, par exemple de la jachère, ne pas couper les herbes folles parce que elles sont des abris à biodiversité. Eh bien, tout ça, ça peut être perçu comme une mauvaise exploitation du fonds, puisque tout le temps que le terrain est en jachère, eh bien, il n'est pas utile à une production agricole. Eh bien, on a dû inscrire dans notre droit le fait que appliquer produire ce genre de pratique, ça ne pouvait pas être perçu comme une mauvaise exploitation du fonds, mais juste une application de la liberté d'exploiter. En miroir, on a l'article L411-28 qui vient nous dire qu'à l'inverse, le fait de supprimer un talus, une haie, une rigole, si ça se fait dans l'intérêt de la production, ben en fait, le preneur peut le faire en informant le propriétaire. Donc, parmi les 1001 régimes des haies là, dont on a entendu parler en début d'année, il y a aussi cela, c'est qu'en fait, en tout cas en droit rural, bien sûr, le code de l'urbanisme et le code de l'environnement s'appliquent sur ces haies et ces talus et protégés, mais en principe, un agriculteur peut faire disparaître une haie s'il estime que ça limite sa capacité de production. Donc, voilà, c'est vous dire ces rapports un peu ambivalents du droit rural et du droit de l'environnement. Bien sûr, le droit de l'environnement pénètre le droit rural au même titre qu'il pénètre tous les autres champs du droit et toutes les autres activités. Et c'est particulièrement vrai en matière agricole, à propos de la gestion de l'eau, à propos des pesticides, à propos de l'élevage. Il y a un tas de normes environnementales que les agriculteurs doivent respecter. Pardon, je vais tousser. Est-ce que ça va déjà jusqu'ici ou est-ce qu'il y a déjà besoin de clarification? Alors, Jean-Raoul posait la question de l'échelle européenne de notre droit agricole, code rural, code de l'environnement. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, si c'est prévu sur la suite. J'en parlerai plutôt, je garde cette question pour la toute fin, si ça va. Et oui, Philippe, il y a un enregistrement en cours qui sera rediffusé sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. Ok, alors je continue. Donc voilà, une fois qu'on a un peu planté le décor très très rapidement et succinctement du droit rural, on peut un peu penser pesticides et transition agroécologique. Alors, pardon, j'ai une grosse quinte de toux qui arrive pile au mauvais moment. Et du coup, je vais vous présenter un peu succinctement aussi quelques éléments de mes recherches doctorales, de ma thèse. Je ne vais pas forcément revenir en détail, j'espère que vous ne serez pas frustrés, mais on peut prendre des questions là-dessus sans souci,
sur le contentieux gigantesque de l'autorisation de mise sur le marché, par exemple, ni sur le contentieux justice pour le vivant, qui est très très fourni et qui en substance vient indiquer le fait que le droit encadrant les produits phytosanitaires, les pesticides, n'est pas à la hauteur pour protéger l'environnement et la santé humaine. En revanche, on va poser un cadre de base pareil très succinct. D'abord, et ça c'est important de le garder en tête, les pesticides sont aujourd'hui essentiels à la production agricole telle qu'elle est organisée. Telle qu'elle est organisée. D'accord ? C'est pas moi qui le dis. Enfin, je le dis aussi, mais c'est pas moi qui l'invente. C'est le droit lui-même, puisque là, on a au niveau européen. Ah oui, le cadre des pesticides, c'est un cadre qui est très, très européen. Donc, ça, c'est un vrai point. On va beaucoup parler de droit européen. Les produits phytosanitaires sont l'un des moyens les plus importants pour la protection des cultures. Protection des cultures qui est indispensable pour pouvoir produire une alimentation humaine. Donc, on a un droit, et pareil, je peux expliquer pourquoi plus en détail, qui prend acte du fait que notre modèle agricole européen dépend des produits phytosanitaires. Et donc, un de ses principaux sujets, ça va être d'assurer la fiabilité de ces produits. Ce qu'on ne voudrait surtout pas, c'est mettre des pesticides sur le marché qui ne seraient pas efficaces. Et aussi, qui ne sont pas trop dangereux pour l'environnement, ni dangereux sur la santé. Mais l'efficacité, ça c'est une des conclusions de ma thèse, c'est une préoccupation majeure du droit européen et qui irrigue complètement la conception et l'angle en fait de ce droit. C'est assurer la disponibilité et la fiabilité de solutions de protection des plantes. Parce que sans solution de protection des plantes, eh bien, les récoltes, enfin les cultures tombent malades, on ne peut pas les traiter et donc on ne peut pas produire. Et ça ne veut pas. Donc, malgré cette efficacité qui est au cœur du règlement, enfin, de l'architecture européenne sur les pesticides, on a aussi, bien sûr, une logique qui vise à nous protéger, nous, en tant qu'humains, sur le plan de notre santé et aussi l'environnement. Donc, on a tout un tas de procédures qui permettent d'évaluer les risques et donc d'évaluer les dangers pour maîtriser l'exposition et le risque. Le constat indéniable de mes recherches, mais pas que de mes recherches, c'est aussi tout ce qu'il y a au cœur de l'argumentaire juridique dans Justice pour le vivant que vous avez construit. C'est le fait que tout ça est insuffisant et largement insuffisant. Il y a des trous dans la raquette énormes. Et c'est vrai, et c'est aussi ce que je participe à démontrer. Ce que je démontre aussi dans ma thèse, c'est qu'en plus du cadre sur la mise sur le marché, en réalité, les conditions d'usage des produits phytosanitaires qui sont censées assurer la sécurité des pesticides, elles sont elles aussi défaillantes. Par exemple, aujourd'hui, dans notre droit européen et français, il n'y a pas besoin de vérifier que l'usage des pesticides est nécessaire, ni d'obligation d'essayer d'autres moyens moins dangereux avant de traiter avec l'arme chimique. C'est quand même assez aberrant. Enfin, il y a cette première pierre de dire, mais avant de traiter, est-ce qu'on a vraiment besoin de traiter? C'est même pas inscrit dans notre droit. C'est même pas obligatoire pour les agriculteurs. Ce que fait notre droit européen aussi, c'est qu'il cherche à rendre l'usage des pesticides compatible avec le développement durable. D'ailleurs, c'est le nom de la directive. Et dans cette compatibilité avec le développement durable, ce qu'on entend en réalité, c'est que pour rendre cet usage compatible, il suffirait de réduire les risques. Et donc, on aurait des risques, on aurait quand même des impacts sur la santé et l'environnement, mais l'idée, c'est de les maîtriser au mieux, de les réduire au minimum. En France, depuis très longtemps, en fait, depuis 2009, pour réduire le risque, l'approche qui a été choisie, notamment dans Ecophyto, c'est de réduire l'usage. C'est parti du principe qu'en fait, les agriculteurs n'étaient pas si bêtes et qu'ils appliquaient déjà au maximum des processus pour limiter les risques sur la santé et l'environnement. Et que donc, si on voulait réduire davantage les risques, le seul levier, c'était forcément
la réduction de l'usage. Ces résultats sont largement insuffisants et l'État a d'ailleurs été condamné pour carence fautive, ayant conduit à un préjudice écologique en 2023. Et là, l'appel est en cours, vous le savez mieux que moi, et on attend de délibérer pour début juillet. Une fois qu'on a dit ça, donc ça c'est le cadre global, on ne peut que constater la nécessité de sortir, en tout cas de réduire drastiquement l'usage des pesticides. La question c'est comment? La première question qu'il faut se poser, c'est quoi un pesticide en fait? De quoi on parle quand on parle de pesticides ou pesticides agricoles ou produits phytosanitaires? Alors, un produit phytosanitaire, un pesticide agricole, c'est d'abord un produit qui a un effet phytosanitaire, donc de protection des plantes. C'est pour ça qu'on entend souvent dans la rhétorique, on parle de médicaments pour plantes, parce qu'en fait, dans notre droit, on utilise le terme produit phytopharmaceutique ou phytosanitaire, c'est vraiment ça, c'est que les pesticides, ce sont avant tout des produits de protection des plantes. Donc, peuvent être qualifiés de production des plantes tout un tas de produits qui peuvent protéger les plantes contre les nuisibles, réduire la survenance ou la croissance des mauvaises herbes, les adventices, assurer la conservation des végétaux après récolte. Donc, on a aussi des pesticides qui sont uniquement post-récolte. Et quatrième point, des pesticides qui peuvent agir sur les processus vitaux des végétaux. Donc, on va avoir des pesticides, par exemple, qui vont faire en sorte que les pommes, elles aient toutes la même taille. D'accord, ça n'a rien à voir avec un traitement. C'est juste s'assurer que la pomme, on va pouvoir avoir des pommes standardisées en termes de taille. On va avoir des pesticides qui vont faire en sorte qu'on développe la feuille et pas le fruit, ou la fleur, selon les besoins de la culture, par exemple. Donc, c'est tout un tas de sujets qui permettent de protéger les plantes. Et on remarque ici qu'il n'y a pas, en tout cas, nécessairement un effet CID recherché. On n'a pas besoin d'être quelque chose qui extermine pour être un produit phytosanitaire. Il suffit d'avoir une action de protection des plantes. Ça, c'est le premier critère. On a un deuxième critère. Pour être un produit phytosanitaire, il faut être composé de substances. Alors, je peux rentrer un peu plus dans le détail, pareil, dans les questions. Mais en gros, un produit phytosanitaire, il est composé de plusieurs types de substances. La substance active, qui va avoir l'effet qu'on cherche rechercher. Par exemple, dans le Roundup 360, historiquement, la substance active, c'était le glyphosate. D'accord? Sauf que le glyphosate, on peut le boire. Si on boit du glyphosate pur, c'est absolument pas dangereux. Pourquoi? Parce que le glyphosate, c'est une substance qui ne pénètre pas dans les cellules vivantes. Donc, il n'a aucun effet. Ça se dissout pas dans les organismes vivants. Donc, pour pouvoir utiliser, il va falloir avoir un synergiste avec ce glyphosate. Ce synergiste, il va faire en sorte que la substance glyphosate, elle puisse pénétrer les tissus de la plante et donc l'assécher. Par ailleurs, le Roundup 360, on dit que c'est un herbicide total et donc il vient assécher tout type de plante. On serait quand même le comble, en utilisant un produit phytosanitaire de protection des cultures, de se retrouver à griller sa propre culture. Donc, on va avoir aussi dans la composition d'un produit phytopharmaceutique des phytoprotecteurs. Eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est des substances qui viennent dire non mais ok, tu tues toutes les plantes, mais pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci. Et ensuite, on a d'autres choses, des adjuvants. Ça, c'est des choses qui font en sorte que le produit soit stable. Ça peut être des huiles, de l'eau, des poudres, tout un tas de choses qui viennent faire en sorte que ce produit se tienne, se conserve et soit manipulable. Donc, si on résume, pour être un produit phytosanitaire, il faut être un mélange de substances qui protège des plantes. C'est extrêmement large comme définition. C'est fait exprès parce que l'idée, c'était au niveau européen de faire en sorte que dès lors qu'on a ces deux critères, eh bien, on est soumis au droit européen qui cherche à la fois l'efficacité, mais aussi à protéger sur le plan de la santé et de l'environnement. Mais c'est aussi des critères qui sont finalement pensés pour la chimie. D'accord? On remarquera ici qu'il n'y a aucune distinction, par exemple, entre naturel et de synthèse. Ce pas des choses qui intéressent. Ou issues du naturel ou issues de synthèse, ça n'intéresse pas le droit, en tout cas le régime.
De la même façon, on ne va pas distinguer un produit phytosanitaire selon qu'il agit plutôt contre des plantes, plutôt contre des bactéries, plutôt contre des virus, plutôt contre des champignons, ou alors contre des insectes. Tant qu'il protège la plante, c'est un produit de protection des plantes. Les conséquences d'être qualifié comme produit phytosanitaire immédiate, c'est qu'il faut une autorisation pour être mis sur le marché et donc pour être utilisé. Et en fait, il faut presque 2 autorisations puisque chaque substance qui compose le produit est autorisée et homologuée au niveau européen. Et ensuite, le mélange de substances est autorisé à l'échelle nationale. Pour être autorisé à l'échelle nationale et avant cela homologué à l'échelle européenne, il y a 3 critères nécessaires: l'efficacité du produit, son innocuité pour la santé, le texte dit l'absence d'effets nocifs sur la santé humaine, et l'absence d'effets inacceptables sur l'environnement. On peut déjà grader le fait et constater que l'environnement est moins protégé que la santé. Et là, on peut débattre et j'ai plein d'exemples pour démontrer que pas d'effet nocif sur la santé et pas d'effet inacceptable sur l'environnement. En fait, c'est vraiment trop peu. Oh là, il faut que je m'arrête. Donc là, ici, il y a des grosses lacunes. Mais ce à quoi je voulais arriver, c'est que donc, ces pesticides, dès lors qu'on a un pesticide, on est soumis à ce texte et on est soumis à un tas de réglementations. Et là, en quelques minutes, je vais vous dire mais comment est-ce qu'on peut faire pour sortir. La première question que je me suis posée, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on met dans les alternatives aux pesticides qui, en fait, sont elles aussi des pesticides. Donc, déjà, quand on veut sortir des pesticides, de quoi on parle? Est-ce qu'on veut interdire complètement tous les pesticides, donc tous les produits de protection des plantes? Est-ce qu'on veut interdire les produits de protection des plantes de synthèse, c'est-à-dire qui ont été fabriqués avec des molécules qui ont été inventées par l'homme et qui n'existaient pas dans la nature? Est-ce qu'on veut interdire les produits de synthèse mais qui synthétisent par exemple des choses qui étaient chimiquement présentes mais qui ne sont pas extraites directement de la nature? Ou est-ce qu'on vise surtout et d'abord les pesticides qui sont dangereux? Parce qu'en fait, tous ne sont pas forcément dangereux. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on vise quand on vise à réduire l'usage ou sortir des pesticides? Moi, je pense qu'en fait, on vise d'abord les pesticides dangereux de synthèse. Les pesticides dangereux, quels qu'ils soient, puis les pesticides de synthèse. Mais en fait, tous les pesticides, tous les produits de protection des plantes, c'est pas possible puisqu'on a précisément besoin de produits de protection des plantes. Donc, si on veut en sortir, il faut forcément d'autres solutions. Ces solutions, elles peuvent être à la fois des solutions équivalentes en termes d'usage, remplacer un produit par un autre, mais elles peuvent aussi consister en des modifications profondes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des pesticides aujourd'hui? Parce qu'on a raccourci, on a simplifié l'agriculture, on a fait de la monoculture, on a fait des rotations plus courtes, on a en fait enlevé plein de diversité qui contribuait à faire qu'on avait un agro-écosystème sain. Et donc, pour pouvoir produire plus, et on l'a fait parce qu'on avait des pesticides qui permettaient de tuer n'importe quelle bestiole qui arrivait et qui pouvait atteindre récolte. Mais si demain, on n'a plus ces solutions-là, pour lutter contre ces bestioles, une des bonnes solutions, c'est par exemple de remettre plus de diversité, donc plus de rotation dans les cultures, remettre des haies, faire des parcelles plus petites. Bref, de ramener de la complexité en agriculture. Je fais un point là-dessus et après, tant pis, on ouvrira aux questions parce que je peux parler des heures. Un des grands apports de ma thèse, c'est de dire que pour sortir des pesticides, on va avoir besoin d'identifier ce que c'est qu'une alternative aux pesticides chimiques, aux produits phytosanitaires tels qu'on l'a identifié en droit européen. Et pour moi, j'ai 3 critères ennemis. Pour moi, une alternative, c'est quelque chose qui remplace un traitement par un produit phytosanitaire. C'est quelque chose qui est naturel, bio-inspiré, mécanique. Et surtout, c'est pas dangereux. Parce qu'en fait, remplacer par quelque chose de dangereux, ça n'a pas de sens.
puisque ce qu'on cherche à réduire en utilisant les pesticides de synthèse, c'est avant tout le risque pour la santé et l'environnement. Et si en plus ces produits et pratiques sont accessibles, alors là, on a tout gagné parce qu'elles vont être généralisées. Et cette alternative, en fait, ce qu'il faudrait faire pour la favoriser, ce serait déjà de revoir les critères de mise sur le marché pour elle, mais surtout, on pourrait imaginer, plutôt que d'avoir ce mécanisme à double autorisation pour l'ensemble des produits phytosanitaires, ce serait de se dire, en fait, on va avoir quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'on a en droit des ICPE ou bien en droit des chimiques, avec un régime de déclaration, d'enregistrement et d'autorisation. Et donc, les substances qui seraient vraiment pas très dangereuses, les alternatives faciles à mettre en œuvre, elles pourraient être soumises à un régime de déclaration plutôt que d'autorisation, et ça favoriserait largement leur commercialisation. Mais le gros point, c'est que... pardon, je cherche ma slide. Le gros point, c'est que pour pouvoir faire la transition agricole et le passage vers le moindre pesticide, en fait, il faut surtout repenser le droit rural et repenser l'ensemble, en fait, de la chaîne de valeur. La transition, elle est nécessairement multi-acteurs et elle est aussi beaucoup plus globale. C'est vraiment comme la voiture individuelle. Pour pouvoir sortir des pesticides, il faut repenser, reconstruire complètement un autre modèle de production agricole. Et pour ça, on peut voir les choses de deux façons. C'est qu'on a un droit, je vais rester là-dessus, c'est qu'on a un droit rural qui est hyper interventionniste par rapport à d'autres secteurs, avec des outils très très forts qui pourraient complètement accueillir la transition agroécologique si la volonté politique était là. Et donc tout ce qu'on a fait dans un sens pour moderniser l'agriculture, on peut le réutiliser dans l'autre sens pour agroécologiser l'agriculture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que précisément, puisqu'on a tous les outils pour le faire, il n'y a plus qu'à le faire. Et pour autant, on a ici des gros enjeux, et on a notamment des enjeux économiques. Les pesticides, c'est pas cher, mais surtout, c'est pratique quand on est tout seul sur sa ferme. C'est facile d'utilisation. Et il y a un vrai questionnement sur le fait d'enlever les pesticides. Ça fait augmenter le coût de production, il faut forcément plus de main-d'œuvre agricole qu'on a déjà de la peine à trouver, etc. Et donc, ça va forcément nous poser aussi la question de la modification des régimes alimentaires. Si on diversifie l'agriculture, il faut des nouvelles chaînes de valeur pour valoriser les lentilles qui n'étaient pas produites jusqu'à présent, mais qui vont rentrer dans la rotation des céréales, etc. Et tout ça, c'est des grands bouleversements, et donc, ce n'est pas une question simple. Voilà, j'arrête là, et on pourra parler de la loi du plomb et tout ça après. Je cherche arrêter le partage. Pardon, j'ai été un peu longue. Non, mais je pense que ça valait le coup quand même de revenir sur le cadre juridique de tout ça et les différents débats. Donc, merci beaucoup, Inès. On va pouvoir du coup effectivement entamer un court temps de questions, échanges, etc. Donc du coup, voilà, je sais pas. Alors si on a déjà enfin si vous en avez, n'hésitez pas soit à les écrire dans la discussion, soit à prendre la parole avec le micro. Mais notamment, donc Sandra écrivait un commentaire un peu sur l'historique de ce modèle, du modèle agricole aujourd'hui, et notamment de l'historique de la dépendance aux pesticides. Et est-ce que, en fait, avec une question à la fin, en fait, est-ce que les agriculteurs et agricultrices aujourd'hui ont vraiment le choix entre plusieurs modes? Un travail qui, moi, m'avait beaucoup marqué, c'était l'enquête, peut-être que certaines connaissent, de Marie-Monique Robin, qui s'appelle Le Monde selon Monsanto et qui illustre, alors je ne sais pas, tu auras peut-être d'autres retours, mais en tout cas qui, à mon sens, illustrait vraiment bien comment des grands industriels de l'agrochimie ont en partie participé à la création de cette dépendance aux pesticides. Notamment, et aux engrais, aux OGM, etc. En tout cas, un mode de production agricole intensif qui laisse effectivement, en tout cas, quand on lit l'enquête, on a l'impression qu'il n'y a finalement plus trop d'alternatives. Mais est-ce que tu as peut-être un retour sur cette thématique générale de la dépendance au phyto?
Ben non, mais c'est exactement ça le sujet. Et moi, c'est ça que je trouvais précisément intéressant dans mon travail de recherche, c'est d'imaginer, pardon, je le reformule, mais pour se sevrer de cette dépendance, la seule solution, c'est de tout revoir. Donc, c'est évidemment colossal. Alors là, certains vont objecter, oui, mais en agriculture biologique, ça fait longtemps qu'on fait sans pesticides. Et c'est vrai, il y a, ça démontre que c'est possible. C'est complètement possible de produire sans pesticides. Il y a des centaines, des milliers d'exploitations agricoles qui le font et qui vont très bien, et qui produisent suffisamment et qui sont à peu près rentables économiquement. Donc, en tout cas, pas moins rentables que des exploitations conventionnelles, ça c'est certain. Et donc, ça démontre que c'est possible de faire sans. En revanche, et c'est là toute la difficulté et le point de crispation, c'est que enlever les pesticides, c'est une modification profonde. Et cette modification profonde, elle ne peut pas se faire en un jour. Si on prend le cas des néonicotinoïdes et des betteraviers, moi je l'ai beaucoup utilisé dans ma thèse parce que je le trouve super intéressant. On a une loi de 2016 qui interdit à partir du 1er janvier 2020. 4 ans. D'accord, 4 ans. Même des gens non issus du milieu agricole avaient connaissance de cette loi. C'est un truc qui a fait quand même beaucoup de bruit. Donc on peut se dire, les agriculteurs, ils ont eu 4 années pour anticiper le fait que dans 4 ans, ils n'auraient plus ces molécules qui étaient indispensables. Donc un temps d'adaptation. Ben non, arrive le 1er janvier 2020, ils ne sont pas prêts et il n'y a pas de solution. Parce que aussi les filières n'ont pas cherché de solution, hein, qu'on soit très clair, hein, mais pas assez en tout cas. Et donc, bah oui, le résultat est immédiat, moins 35% de production. La betterave sucrière, c'est quelque chose qui se fait dans le quart nord-est de la France, d'accord, où il y a déjà plus beaucoup d'emplois. Et c'est pas tant la production agricole, la chute de betterave qui pose des sujets, c'est qu'en fait, la betterave à sucre, elle fait tourner des usines qui font elles-mêmes tourner des milliers d'emplois. Et donc, à un moment, bah, le législateur se sent obligé de dire, mais attendez, là, en fait, on a fait une bêtise, la filière n'était pas prête. Donc, si on n'a pas ces produits-là, les agriculteurs perdent leur récolte. Et surtout, ils vont arrêter de produire. Ils vont arrêter de dire, je m'engage à produire telle quantité de betteraves sucrières, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas y arriver. Et donc, bah, la conséquence directe de ça, c'est qu'il y a une usine à sucre qui a fermé sur un territoire déjà sinistré en termes d'emploi. Donc, c'est hyper conséquent. Et pour autant, c'est déjà super intéressant comme exemple parce qu'on se dit, les filières avec 4 ans, elles n'ont pas vraiment joué le jeu parce qu'elles avaient largement le temps de lancer plein de choses pour s'adapter. Elles ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait pourquoi? Parce que jusqu'au bout, elles étaient sûres qu'elles arriveraient à négocier des dérogations. Et ça, c'est le double truc, c'est que la dérogation, bah, finalement, si on peut toujours reporter l'échéance, eh bien, on ne se met jamais en mouvement. Et on dit toujours, je suis coincée. Mais il faut quand même bien se rendre compte de la difficulté que c'est pour un agriculteur au bout du champ, finalement, d'être la logique. Et je voulais aborder un point qu'on a très peu, qu'on n'a pas discuté parce que j'ai été trop longue, mais c'est aussi des réglementations qui sont très, très complexes. Alors, je n'ai pas retrouvé le chiffre, je voulais le retrouver avant ce soir, mais j'avais fait le calcul. J'ai fait ma thèse en un peu plus de 3 ans. Et la thèse, en gros, les conditions d'usage des pesticides, elles ont changé tous les 2 mois pendant ma thèse. Tous les 2 mois, sur juste les pesticides. Comment voulez-vous, même en toute bonne foi, vraiment en étant alerte, et d'ailleurs les agriculteurs, c'est une profession qui est très alerte, qui lit beaucoup la presse agricole, qui est très au fait des enjeux et des règles du jeu. Comment est-ce que de toute bonne foi on peut lire? Rien que sur une zone de non-traitement, il y a plus de 7 conditions différentes en fonction du produit, en fonction de la zone, en fonction d'où on est. Même en étant de bonne foi, hein, on ne peut pas être en conformité avec ces règles-là. C'est impossible. Et donc, pareil, ces règles-là, hyper complexes, elles sont aussi issues de la négociation agricole. Parce que c'est plus simple de négocier des dérogations, des exceptions qui rendent le tout très confus, que d'accepter une règle claire qui serait pas d'épandage à moins de 50 mètres des bordures de champ, en limite de parcelle. Ou 10 mètres, peu importe d'ailleurs le chiffre, mais ça au moins c'est très clair.
c'est facile à appliquer et dans tous les cas, on applique la même règle. Sauf que précisément, c'est applicable. Donc le jeu, c'est de négocier des dérogations qui rendent le truc complètement illisible. Et après, de dire de bonne foi quand on est agriculteur au bout du champ, mais attendez, mais votre droit est inapplicable. Et c'est vrai, le droit est inapplicable dans ces cas-là. Effectivement, c'est un peu un des constats qu'on avait fait aussi à la précédente session, que souvent le droit de l'environnement et là, plus précisément, le droit rural sont des droits qui, effectivement, sont très complexes sur certains aspects. Mais souvent, cette complexité, effectivement, vient notamment des lobbies à force de négocier des dérogations, des calendriers, des différentes échéances, etc., qui, en fait, créent cette superposition des règles. Et du coup, moi, j'avais un peu une question de comment est-ce qu'on trouve finalement un équilibre entre éviter ce droit complexe et donc finalement difficile à appliquer et en même temps, de l'autre côté, ce qu'on voit aujourd'hui avec la loi du plomb que tu mentionnais qui vient en fait proposer un allègement, pour le dire comme ça, d'un certain nombre en tout cas de normes en matière agricole. Donc voilà, je ne sais pas si tu as une piste là-dessus. Je lis aussi la question d'Albin en parallèle. Au-delà de l'interdiction des substances, comment inciter, voire contraindre les filières à rechercher véritablement des alternatives? Effectivement, on parle de changement de modèle agricole depuis un moment déjà, mais les agriculteurs majoritairement freinent toujours des cas de fer, arguant souvent du manque d'alternatives. Comment faire? Et donc ça vient aussi un peu de cette même réflexion de l'enjeu serait donc d'anticiper. Comment est-ce qu'on peut en fait accompagner, forcer cette anticipation? Est-ce que c'est un rôle du législateur? Est-ce que c'est complètement un changement de mentalité, notamment auprès de certains syndicats agricoles? Est-ce que, voilà, je sais pas, c'est une question assez large, mais si tu as des pistes de réponse. Et ensuite, je pense qu'on prendra une dernière question avant de clôturer. Effectivement, c'est une question assez large et si on tire le fil, on aboutit sur, en fait, pour pouvoir changer de modèle agricole, il faut que les coopératives et donc tout, en fait, que les hypermarchés et qu'en fait, du coup, on questionne peut-être même le modèle de l'hypermarché. Je pousse à gros traits, et c'est pas tout à fait ça, mais dans l'idée, en fait, c'est tout ce questionnement-là qu'il faut raccrocher. Mais pour revenir sur la question d'Albin, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour inciter? Moi, ce que je propose et qui est sujet à caution et controverse, et je ne suis pas du tout certaine que ce soit une solution parfaite, c'est d'arriver en fait, à un modèle qui se rapprocherait de celui du médicament, avec des pesticides sur ordonnance, d'une part, et d'autre part, un modèle de dernière autorisation. C'est de dire, OK, on entend, vous avez besoin, là, si demain on supprime telle substance, tel produit, eh bien, c'est toute la production de petits pois en France et en Europe qui s'effondre. Et donc, si c'est pour importer du petit pois produit en Inde dans des conditions plus catastrophiques que celles qui étaient sur le sol européen, il y a un moment, ça ne marche pas. Donc, on admet, OK, donc on réautorise ce produit, mais ce sera la dernière fois pour 7-10 ans. Et au bout de 10 ans, c'est fini. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à en fait, faire croire en la temporalité qui arrive. Et pendant ces 10 ans, de mettre en place progressivement de plus en plus de contraintes à l'usage. D'abord, assez simplement, taxer plus. Ensuite, dire, OK, il est toujours disponible ce produit, mais il n'est disponible que si il est véritablement nécessaire. Et donc, on va vous demander, à vous, agriculteurs, et c'est là où, en fait, il y a une question aussi de justice sociale qui est super importante, de sens dans le métier, qu'il ne faut pas du tout négliger, de dire, de faire venir un vétérinaire des plantes, donc on peut l'appeler comme on veut, un médecin des plantes, pour venir constater qu'effectivement, là, il y a absolument besoin de traiter et donc de prescrire cette molécule. Même si on ne va pas là-dedans, on peut aussi arriver à dire, OK, cette molécule est disponible, vous pouvez l'utiliser. En revanche, si vous l'utilisez, vous avez une réduction de vos aides PAC. Ça, c'est aussi la toute fin du palier, parce que la réduction de l'aide PAC, c'est la moitié de la rémunération de l'agriculteur. Donc, c'est une sanction énorme, en fait, en termes d'usage. On peut aussi arriver à dire, pareil, toujours dans ce modèle d'ordonnance, de dire, OK, ce produit est encore disponible sur ordonnance, mais il n'est disponible que si, là, c'est pareil, c'est dans les dernières échelons du panier,
vous avez tout mis en œuvre préalablement pour éviter d'avoir à utiliser ce produit. Et déjà, on arriverait à une réduction drastique. Le problème et la limite de ce que je propose ici, c'est que ça ne concerne qui? Que les agriculteurs. Et en fait, il y a un vrai sujet, c'est que tant qu'on va demander des pommes de terre bien rondes, des pommes pas du tout piquetées, tachetées, qui ça sont dans les cahiers des charges de production qui sont imposés aux agriculteurs, eh bien, les agriculteurs ont aussi les mains liées, sans compter que l'organisation du secteur agricole dans les modes de production, les commandes qui sont faites aux agriculteurs et les productions auxquelles ils s'engagent, c'est pas eux qui les décident. Enfin, pas véritablement. Et donc là aussi, il faut sans doute réussir à s'attaquer, non pas à l'agriculteur qui en fait est en bout de ligne et fait ce qu'il peut comme il peut, mais à tout le système amont et aval au-dessus de lui. Et donc en fait, c'est réussir à imposer aux coopératives agricoles, aux négoces, d'avoir des produits qui sont faits différemment. Mais sauf que là, on pose la question de l'industrie, parce que l'agriculteur qui produit des tomates, quand il les vend sur le marché à quelqu'un qui connaît, il peut justifier et dire mais t'inquiète pas, c'est vrai qu'elle est un peu moche cette tomate, mais si tu la laves et que tu pars juste ce petit bout, elle sera délicieuse. Quand il s'agit de vendre des tomates pour faire des conserves et des tomates, on n'a pas du tout les mêmes besoins et pas du tout les mêmes enjeux productifs. Et donc c'est ici que là, on rejoint finalement tout le droit économique classique de comment est-ce qu'on fait évoluer tout un secteur. J'espère que ça répond aux questions. Agnès parle aussi effectivement des enjeux de formation des agriculteurs, agricultrices. Et Sandra amène aussi la question en fait, plus globale de partage de la terre et de comment on utilise, on partage les terres. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quand même, en tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup revenir, un déséquilibre fort entre des très, très grandes exploitations et des exploitations plus petites qui ont des enjeux différents et pas les mêmes poids aussi dans certaines instances de représentation. Alors, est-ce qu'il y a... on va globalement s'arrêter là. Je ne sais pas, Inès, si tu voulais rajouter quelque chose que tu sembles ne pas avoir abordé. Ouais, un mini point, et après on Vas-y. s'arrêtera. C'est le fait de la formation. Ça, c'est un gros sujet. Et c'est un sujet aussi parce que le moment où on change de modèle, où on évolue, c'est le moment qui est le plus vulnérable pour la production agricole. Parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on apprend, mais aussi parce que l'agroécosystème qu'on aura dans 5 ou 10 ans qui sera revenu, lorsqu'on arrête brutalement les pesticides, il n'est pas là. Et donc, les cultures sont très sensibles à ce moment-là. Et donc, il y a des risques de production énormes. Un vrai sujet de société et économique, c'est comment est-ce qu'on accompagne le risque économique que représente particulièrement la transition. Cette période de 5 à 10 ans où la production agricole va être vulnérable. Et alors, c'est aussi une autre question, si on rajoute une couche, est-ce que c'est bien raisonnable, du point de vue de la production agricole, de s'engager dans cette voie, alors même qu'on a déjà une agriculture qui est confrontée à plus 2 degrés, plus 2,5 degrés, et donc qui est déjà contrainte par d'autres facteurs environnementaux qui viennent drastiquement limiter la production. Se passer en plus des pesticides qui sont quand même une garantie, c'est quand même apprendre à marcher en courant sur une pente à 50 degrés, quoi. C'est pas forcément les conditions les plus idéales. Et il y a aussi une question sans doute de temporalité, parce que si tout le monde fait ça en même temps, on risque une décrue dans la production. Et ça, est-ce qu'on est collectivement capable aussi d'assumer ce choix-là? Et ça, c'est une question qu'il faut absolument résoudre avant de se questionner sur cette transition, parce qu'elle est finalement, elle explique la réticence des politiques publiques, des agriculteurs eux-mêmes, des industries qui ont une demande vers des produits agricoles, qui se disent mais attendez, on ne peut pas faire cette transition que vous nous demandez comme ça, aussi vite. Et encore une fois, ça s'entend quand même un petit peu, parce que c'est pas négligeable comme impact. Oui, carrément. Mais c'est souvent effectivement des réflexions qu'on entend et qui sont malheureusement
enfin, je trouve qu'elles invitent, quand on t'entend, elles invitent vraiment à ouvrir un débat de société, à justement parler collectivement de ce que ça veut dire cette anticipation, cet accompagnement, etc. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, ça sert plutôt un immobilisme, voire une régression, et qui finalement retarde le problème et empire le constat global de crise écologique. Et donc, on a un peu effectivement les deux voies qui s'offrent à nous. Et aujourd'hui, effectivement, avec la loi du plomb, on n'est pas forcément sur la bonne. Mais en tout cas, c'est intéressant justement de se dire que, notamment avec les travaux que tu as pu conduire, qu'il y a cette autre voie qui nous permettrait, en tout cas, voilà, d'ouvrir un débat Ouais. plus large et puis plus positif en tant que société, quoi. Ouais, ouais, puis Donc, avec ce sujet, et ce sera le mot de la fin sans doute, pas très positif, mais la loi du plomb, elle plombe quand même aussi parce qu'elle envoie. On était quand même sur ces dernières années, malgré les protestations, sur une tendance où les agriculteurs avaient admis qu'il fallait réduire les pesticides, que les molécules les plus dangereuses, elles allaient être interdites. Et voilà, c'était la trajectoire et c'était subi et c'était pas évident, mais tout le monde allait dans cette direction, un peu contraint et forcé. La loi du plan, elle ouvre l'imaginaire qu'en fait, c'est possible de négocier cette transition. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'elle ne l'est pas aussi parce que depuis, alors il faudrait que je relise Christian Wig, mais en fait, il n'y a plus de nouvelles molécules inventées pour la protection des plantes. Et donc, on va arriver à un moment donné inexorablement à plus de pesticides pour un tas de raisons. Ça prendra peut-être 30 ans, mais bientôt, on n'aura plus de molécules efficaces sur la protection des plantes. Donc, de toute façon, il faut faire ce cheminement, c'est sûr. ok, Voilà. super intéressant. Je vous envoie dans la discussion une lettre ouverte que notre Affaire à tous et d'autres organisations avaient publiée à l'attention des députés sur la loi du plomb. Si justement vous voulez aller vous renseigner un peu plus sur cette proposition de loi dont les discussions font un peu l'actualité en ce moment et qui effectivement est assez catastrophique sur un bon nombre de points. Je vous renvoie également, je l'ai mis dans le même message, le lien pour revoir les académies précédentes de notre Affaire à tous et celle d'Inès sera publiée dans quelques jours. Voilà. Inès, il me semble que ta thèse n'a pas encore été publiée, mais si jamais tu veux transmettre un article ou voilà, en tout cas, on peut le relayer maintenant ou dans la description C'est un de projet la en vidéo cours. YouTube. C'est Pas de un projet souci. en cours. Et en tout cas, un grand merci d'avoir éclairé pour nous un peu ces questions qui, moi, je ne connaissais finalement que peu d'un point de vue juridique. Et voilà, c'est super intéressant de faire le lien entre droit et puis questions sociétales plus largement. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ça et de l'avoir très bien fait. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à toutes et tous d'être restés avec nous. On se retrouvera donc à partir de septembre pour reprendre les sessions avec des sessions qui nous attendent en septembre, octobre, novembre sur les questions notamment de numérique, d'intelligence artificielle, sur les questions de compagnies pétrolières et de est-ce qu'elles vont en fait toutes se substituer les unes aux autres au fur et à mesure que les procès les condamnent, etc. Donc voilà, des questions à nouveau passionnantes et j'espère qu'on pourra s'y retrouver. Donc un grand merci et puis je vous souhaite une belle soirée. Merci. Au revoir.